Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Paola Di Matteo, qui a fait sa thèse en Italie en 2005 à l'université La Sapienza de Rome sur les amas globulaires. Ensuite, elle est venue à Paris en postdoc, d'abord avec Françoise Combe pour travailler sur la dynamique des galaxies en interaction. Ensuite, elle est allée au GEPI, un département de l'Observatoire de Paris, faire un postdoc avec Matt Lennert, qui est maintenant à l'IAP d'ailleurs. Et puis, elle a obtenu un poste permanent d'astronome adjoint en 2011 sur la modélisation de la Voie lactée. Et depuis 2011, elle fait partie du consortium Gaia et elle fait aussi partie de projets comme Moons et Weave, dont elle reviendra, j'espère, nous parler dans quelques années. Voilà, donc merci Paola d'avoir accepté. Merci Florence. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je voudrais évidemment remercier l'IAP, Florence, Guillaume Ebrard et Daniel Kunt pour cette invitation. Dans l'heure qui suit, je vais vous parler un peu de la mission Gaia, en particulier des magnifiques résultats qui est en train de dévoiler sur la Voie lactée, sur le présent de notre galaxie, mais aussi sur son passé. Et avant de commencer, comme vous le verrez après, je voudrais vraiment souligner que la mission Gaia est le résultat du travail de plusieurs centaines de personnes dans différents instituts européens. Et il faut tenir présent dans tout ce que je présente que ces résultats n'auraient pas été possibles sans le travail qui a été fait en amont par ces personnes et qui continuent à faire pour délivrer une qualité de données exceptionnelle. Et en particulier, dans mon particulier, je voudrais vraiment remercier l'équipe dans laquelle je travaille au GEPI, à l'Observatoire de Paris, parce que beaucoup de ce que j'ai appris sur la galaxie, je l'ai appris grâce à eux. Donc voilà. Alors, commençons cette présentation de Gaia et de la Voie lactée par rappeler quelque chose de base sur la Voie lactée, vu que la plupart des résultats que je vais discuter concernent notre galaxie. Donc, notre galaxie est une galaxie spirale barrée. Donc ici, vous avez une vue de face parce que, comme vous le savez, le Soleil est dans le disque de notre galaxie, donc on ne peut pas avoir une vision de l'extérieur de notre galaxie, mais si on pouvait la représenter de façon artistique, on pense que la morphologie vue de l'extérieur de notre galaxie serait celle-ci. Donc le Soleil se place ici, environ 1,5 km/s du centre de la galaxie. Vous voyez que dans les régions centrales, il y a cette barre, cette région de surdensité stellaire qui a une forme allongée. Et de ces barres, il départ un certain nombre de bras spiraux. On se pose encore la question de savoir effectivement combien de bras spiraux a la galaxie. On pense entre 2 et 4. On a la propension, les derniers résultats suggèrent qu'il s'agit de 4 bras principaux dans la galaxie. Mais donc, on est, disons, dans le disque de la galaxie, à peu près à mi-chemin entre le centre galactique et la périphérie du disque stellaire. Si on regarde la galaxie, si on représente la galaxie vue de tranche, donc vous voyez la position du Soleil, vous voyez bien le disque de la galaxie où se situent la plupart des étoiles vieilles, des étoiles jeunes, mais où on a aussi la plupart du gaz froid, à partir duquel on a la formation stellaire plus récente. Après, on voit ce regonflement central qu'on appelle le bulbe de la galaxie, sur lequel je reviendrai après. Et le disque et le bulbe sont entourés pour une distribution d'étoiles très peu dense, qu'on appelle l'halo stellaire. Donc l'halo stellaire constitue en termes de masse environ 1/100 de la masse stellaire de la galaxie. Mais en fait, même si c'est une composante qui ne pèse pas beaucoup en termes de masse, a une très grande importance pour comprendre les phases initiales de formation de notre galaxie, parce que c'est là que se situent les étoiles les plus vieilles. Ensuite, vous voyez ce système, ces petits points qui représentent les amas globulaires. On en connaît environ 150 actuellement dans la Voie lactée. Il s'agit de systèmes stellaires très denses, formés que d'étoiles. On n'a pas de matière noire ni de gaz dans ces systèmes. Ce sont des systèmes très vieux. Donc la plupart de ces systèmes de amas globulaires sont eux aussi redistribués dans l'halo stellaire.
Donc, jusqu'au présent, je vous ai montré des images artistiques de notre galaxie, mais en fait, voici la carte, la distribution dans le ciel de 1,7 milliard de sources qui étaient observées par Gaïa et délivrées avec le deuxième catalogue Gaïa, donc il y a environ 1 an et demi. Donc, vous pouvez voir en fait les composantes dont on a discuté avant, le disque, le bulbe, mais vous voyez que, disons, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais par ici et par là, il y a des petits points qui sont les amas globulaires. Et ensuite, vous avez aussi d'autres structures qui apparaissent. Par exemple, il y a cette plume ici, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Après, vous pouvez reconnaître les nuages de Magellan, la grande et la petite, et le petit. Et ici, vous avez Andromède et M33. Donc, avant de parler des galaxies donc, qui entourent la Voie lactée, je voudrais parler encore un instant de ce bulbe, de ce régonflement central qu'il y en a dans les régions centrales, parce qu'on verra après dans mon exposé qu'il a une importance peut-être aussi pour interpréter certaines des données que Gaïa est en train de livrer. Donc, en termes de masse, le bulbe est une composante qui pèse dans notre galaxie. C'est environ un tiers, on pense, de la masse stellaire totale. Donc, c'est une composante importante. Et de quoi il est quelle est la nature du bulbe de notre galaxie? En fait, il a fallu des années, disons, d'observation du bulbe et aussi de modélisation du bulbe pour arriver à comprendre son origine. Donc ici, vous avez une distribution d'étoiles dans le bulbe, dans les régions centrales, et vous voyez en fait que le bulbe n'est pas symétrique. Ici, vous avez la longitude, ici la latitude. N'est pas symétrique, il y a une asymétrie en longitude, entre longitude positive et négative, et on s'est longtemps demandé pourquoi cette asymétrie. Vous voyez aussi que la forme de ce bulbe a une forme un peu boitée, entre une boîte et une cacahuète, comme on l'appelle. Et en fait, maintenant, les modèles numériques nous ont aidé beaucoup à comprendre autant la symétrie que l'origine de cette structure. Donc, en fait, vous vous rappelez qu'avant, je vous ai dit qu'on a une barre dans les régions centrales. Et en fait, le bulbe de notre galaxie n'est rien d'autre que la barre qui, dans les régions centrales, a épaissi par des phénomènes dynamiques. Donc, quand on regarde cette barre épaissie avec l'inclinaison, le point de vue du Soleil, avec l'inclinaison avec laquelle on observe la barre, vous voyez cette asymétrie qui se met en place. Donc, comment ces structures se forment? Encore une fois, on peut utiliser les modèles numériques pour le comprendre. Donc, imaginez, donc, ce que vous voyez, c'est une animation prise par un modèle dans lequel on fait évoluer une galaxie type Voie lactée, isolée, sans d'autres satellites autour. Donc, ici, vous avez la vue de face, ici, vous avez la vue de tranche. Vous avez pu voir qu'après un petit peu, dès le début de la simulation, il y a une barre qui se forme. Au départ, cette barre est fine, c'est-à-dire est confinée dans le disque de la galaxie, mais au fur et à mesure que la galaxie, le modèle évolue, à cause de instabilités dynamiques qui se produisent dans les régions centrales, vous allez voir que cette barre épaissit. Je vais un peu plus rapidement, mais vous pouvez voir que dans les régions centrales, il y a cette sorte de cacahuète, boîte qui se met en place. Donc, on commence avec quelque chose de très fin, et à la fin, on a quelque chose d'épaissi. Donc, voilà expliquer le bulbe de notre galaxie en quelques mots. Et on verra plus avant pourquoi la formation de cette barre et ce genre de structure peut avoir un impact sur le disque à plus grande distance des régions centrales. Ensuite, dans l'image qu'on voyait dans le ciel, comme il est vu par Gaïa, on a vu d'autres composantes intéressantes. Vous vous rappelez qu'ici, je vous disais, il y a cette plume dans les régions centrales, presque verticales, qui semblent départir du bulbe. Et donc, il s'agit en fait de la galaxie naine du Sagittaire, qui est probablement, la chose est questionnée, mais disons, c'est la dernière galaxie satellite de la Voie lactée qui a été découverte. Il y en a possiblement une autre de masse comparable, mais on n'est pas certain qu'il s'agit d'une galaxie.
Donc, la galaxie du Sagittaire a été découverte à moitié des années 90 par Rodrigo Abad et collaborateurs. Et il s'agit d'une galaxie qui est encore en train d'orbiter autour du centre galactique. Ici, vous voyez le corps, la région centrale de la galaxie, mais en fait, la galaxie a perdu tout un tas d'étoiles pendant son orbite autour de la galaxie. Et ces traînées d'étoiles, en fait, tournent tout autour de notre Voie lactée. C'est une galaxie qui se trouve à environ 16 kiloparsecs du centre galactique, et vous voyez qu'elle est très proche du bulbe, raison pour laquelle c'était très difficile en fait de la découvrir, de mettre en évidence sa surdensité, parce qu'en fait on était vraiment dominé dans les régions centrales par la surdensité du bulbe. Donc par rapport au Soleil, c'est de l'autre côté du disque en fait. Et on reviendra sur Sagittaire encore plus tard. Donc il y a eu beaucoup de modélisations qui étaient faites autour de Sagittaire, et on ne sait pas encore depuis combien de temps Sagittaire est en train d'orbiter autour de la Voie lactée, si ça fait quelques milliards d'années ou plusieurs milliards d'années. On ne connaît pas encore la masse initiale du satellite quand l'accrétion a commencé, mais ce qui semble de plus en plus clair, c'est que l'interaction entre Sagittaire et la Voie lactée a dû au moins perturber la dynamique des régions externes du disque. Et il y a plusieurs modèles, entre autres des modèles développés par Chris Purcell il y a quelques années, qui ont montré cela. Et enfin, on a les nuages de Magellan, donc, qui sont visibles dans l'image Gaïa, est visible la distribution des étoiles, mais en fait, vous savez que ce sont des deux galaxies qui sont aussi très riches en hydrogène neutre. Ici, vous voyez tout le stream en hydrogène neutre, le courant de Magellan. Et aussi sur ces deux galaxies, on l'étudie beaucoup, on a beaucoup de modèles numériques qui essayent de reproduire autant la distribution d'étoiles que la distribution du gaz, mais encore on ne sait pas effectivement quand ces deux galaxies ont été accrétées par la Voie lactée, à quelle époque, est-ce qu'ils sont à leur premier passage ou ils ont déjà fait plusieurs passages autour de la galaxie. On a beaucoup discuté aussi récemment la possibilité qu'en fait, ces deux galaxies ont eu une interaction réciproque. Elles ne sont pas juste en train d'interagir avec notre galaxie, mais aussi à interagir entre elles. Et donc, on a vu les nuages de Magellan, on a vu Sagittaire, mais en fait, tout ça fait partie d'un environnement beaucoup plus riche. Donc, en fait, la Voie lactée fait partie de ce qu'on appelle le groupe local, qui est un groupe formé d'environ une soixantaine de galaxies, dont une partie sont satellites de la Voie lactée, et une autre partie sont satellites de l'autre galaxie massive du groupe, qui est la galaxie d'Andromède. Et donc, comprendre l'évolution de la Voie lactée, ça veut dire comprendre aussi quel a été le rôle de cet environnement dans l'évolution de la galaxie même au cours du temps. Bien sûr, jusqu'au présent, j'ai un peu présenté les principaux acteurs au niveau de la matière baryonique, mais il ne faut pas oublier qu'on pense que le disque de notre galaxie en fait, est entouré d'un halo très étendu et massif de matière noire. Vous savez bien qu'un des éléments principaux qui nous amènent à postuler l'existence de la matière noire autour de notre galaxie vient des courbes de rotation. Entre autres, la courbe de rotation de notre galaxie, la courbe observée résulte être plate, environ plate, en fonction de la distance au centre de la galaxie, alors que si on prenait en compte seulement toute la matière baryonique qu'on observe, on devrait avoir une courbe qui est décroître. Donc, clairement, à grande distance du centre, il y a plus de masse de celle qu'on observe. Donc, c'est une première, indice qui nous fait supposer la présence d'un halo massif de matière noire qui entoure notre galaxie. Cet halo ne serait pas redistribué de façon homogène. On s'attend en fait, dans le scénario cosmologique le plus répandu actuellement, que soit structuré. Et en fait, l'halo de matière noire soit constitué de centaines et milliers de petits sous-halos de différentes masses qui seraient présents un peu partout, des régions internes de la galaxie jusqu'aux régions les plus externes. Donc, déjà en présentant ces éléments, on comprend qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose et qui sont liées évidemment à la nature de la matière noire, mais aussi à sa granularité,
quelle est sa masse, quelle est sa distribution. Et si on revient au transparent précédent, comment la Voie lactée s'est mise en place, quelle est sa structure. Je disais au départ, on ne connaît pas encore vraiment le nombre de bras avec certitude. Donc, il faut commencer, pour essayer de comprendre comment la galaxie s'est mise en place au cours du temps, comment elle s'est structurée, il faut commencer par la cartographier. Donc, banalement, commencer à mesurer les distances des étoiles autour de nous. Et on n'a pas besoin juste des distances, donc ça c'est la première étape de la cartographie, mais on a besoin aussi des vitesses. Parce qu'une fois qu'on a les positions et les vitesses des étoiles en 3D, donc on a 6 dimensions, on peut comprendre quel est tout d'abord, par exemple, le potentiel gravitationnel de la galaxie. Donc on peut pouvoir dire quelque chose sur la lot de matière sombre, mais à partir de ce qu'on voit dans les positions et vitesses des étoiles aujourd'hui, on peut essayer de dire quelque chose sur leur passé. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont contenues simplement en 6 éléments, 3 éléments de position et 3 éléments de vitesse. Et donc c'est une des raisons fondamentales et principales pour laquelle la mission Gaia a été développée, c'était en fait de décrire la Voie lactée en 6 dimensions, 3 dimensions spatiales et 3 dimensions de vitesse. Donc, pourquoi on a besoin de quoi exactement on a besoin pour pouvoir commencer à cartographier notre galaxie et reconstituer le mouvement des étoiles dans la galaxie? Bien, on a besoin d'astrométrie. Et c'est ça de Gaia, une mission astrométrique tout d'abord. Donc, on a besoin de la position angulaire sur la sphère céleste des étoiles, donc 2 angles, alpha, delta, qui nous disent sur la sphère céleste où se positionne exactement l'étoile. On a besoin de connaître sa parallaxe, c'est-à-dire l'angle qui est montré ici, qui mesure le déplacement apparent de l'étoile dû au changement de position de l'observateur, c'est-à-dire sur la Terre. Donc, c'est représenté ici. Donc, vous voyez le Soleil au centre de cette image. Vous avez la Terre. Donc, la Terre, un an, fait un tour autour du Soleil. Donc, si vous observez une étoile relativement proche, disons, cette étoile sera projetée sur la sphère céleste sur, disons, une distribution d'étoiles plus lointaines. Donc, si vous l'observez, par exemple, en juillet, qu'est-ce que c'est ici? Non, c'est en janvier. La position de l'étoile résultera être ici, projetée sur la sphère céleste. Mais si vous l'observez 6 mois après, la projection sur la céleste de l'étoile sera là. Donc, au cours d'un an, en fait, l'étoile décrit une ellipse sur la sphère céleste. Évidemment, c'est un mouvement apparent qui est dû simplement au mouvement de l'observateur. Mais si on connaît cet angle, en fait, on peut, et on connaît la distance Terre-Soleil, on peut reconstituer en fait la distance entre la Terre et l'étoile même. Et ensuite, on a besoin de connaître les vitesses. Donc, pour connaître les vitesses, on a besoin encore de connaître le mouvement de l'étoile sur la sphère céleste, donc ce qu'on appelle le mouvement propre, et la vitesse héliocentrique, c'est-à-dire la vitesse qu'on mesure par effet Doppler, donc c'est le déplacement relatif de l'étoile par rapport au Soleil le long de la direction radiale. Donc, si on a les 2 composantes du mouvement propre et les vitesses héliocentriques, on peut reconstituer les vitesses. En ayant la parallaxe et les 2 angles qui donnent la position angulaire, on peut avoir la position d'une étoile et sa distance. Et donc, en fait, c'est ce qu'on fait quand on veut essayer de comprendre la galaxie par rapport au centre galactique. On fait une conversion de coordonnées et on passe de positions angulaires, donc alpha-delta, des parallaxes, des mouvements propres et des vitesses héliocentriques, à des vitesses et des positions relatives au centre galactique. Donc ici, je discute un instant de cela parce qu'on reverra après. Donc si vous avez, une fois que vous avez ramené tout un référentiel centré sur le centre galactique, vous avez la vitesse totale de l'étoile et vous pouvez décomposer cette vitesse totale dans une composante tangentielle, donc qui tourne, la composante qui tourne autour du centre de la galaxie, qui vous donne le mouvement de rotation. Une vitesse radiale par rapport au centre galactique, donc combien l'étoile, quelle est la vitesse relative à la direction étoile-centre galactique, et ensuite une vitesse verticale qui est la vitesse au-dessous et au-dessus du plan.
Donc avec ces 3 vitesses et la position dans le disque et par rapport au centre galactique, on peut faire beaucoup. Alors, juste un petit rappel historique. Donc, Gaïa, comme vous le verrez, c'est une mission spatiale, astrométrique spatiale. Mais pourquoi on a eu besoin d'aller dans l'espace pour faire l'astrométrie? Alors, pour cela, il faut remonter un petit peu arrière, disons aux années 50, au moment auquel on commençait à être un peu coincé à un niveau de ce qu'on pouvait faire avec l'astrométrie du sol. Et on était dans la situation dans laquelle les mesures de position et de mouvement propre les plus précises étaient à 0,04 secondes d'arc. Les mesures de parallaxe trigonométrique, on les connaissait pour environ 7000 étoiles, hein, mais seulement pour 300, on avait des parallaxes assez précises. Hein, donc c'était des tout petits échantillons. Et en plus, on avait le problème qu'en observant du sol, on n'avait pas affaire avec un unique instrument. On observait dans à différents endroits sur la surface terrestre. Donc, on n'avait pas une astrométrie globale, on avait une astrométrie de tout petits champs. Et on avait affaire aussi avec tout un tas de problèmes liés aux effets de l'atmosphère, à la flexion des instruments, etc. Donc c'est à cette époque, par contre, qui commence la conquête spatiale. Donc c'est en 1957 que le premier Sputnik a été lancé. Donc très vite, les astronomes ont commencé à penser à la possibilité de commencer vraiment à faire l'astrométrie dans l'espace. Et beaucoup de ce qui s'est développé en fait dans les années qui ont suivi. Donc la première mission astrométrique spatiale était Hipparcos, qui a été lancée en 1989. Donc de la fin des années 60 jusqu'à en fait, au lancement de la mission Hipparcos, on a beaucoup réfléchi à comment faire l'astrométrie spatiale. Et un rôle fondamental, en fait, ils ont eu des astronomes français, entre autres à l'Observatoire de Strasbourg. Et quand Hipparcos a été lancé, Hipparcos était une révolution. Donc, je disais avant, on avait seulement pour 300 étoiles des parallaxes assez précises. Hipparcos, c'était une révolution pour l'époque. On avait plus de 5000 étoiles à magnitude plus brillante que 12 observées, avec une précision d'un milliseconde d'arc. Donc, on avait déjà gagné par rapport à ce qu'on pouvait faire du sol. Il s'agissait d'étoiles choisies à l'avance, donc il y avait un catalogue qui était choisi, et après, sur la base de ce catalogue, ces étoiles étaient observées, donc on n'observait pas tout, on observait des étoiles spécifiques. Et de ces 5000 étoiles, un peu plus de 5000 étoiles, pour environ un tiers de ces étoiles, on a eu des distances avec des précisions supérieures à 10%. Donc, on a travaillé avec la mission Hipparcos, et c'était vraiment une mission fondamentale. On a travaillé avec la mission Hipparcos jusqu'au moment du lancement de Gaïa. On a encore publié en 2013 de l'analyse et on est arrivé encore à trouver de nouveaux résultats grâce à cette mission. Donc, ça a été une mission fondamentale. Mais à un moment donné, on voulait faire encore un saut en avant parce que vous voyez, une des limitations d'Hipparcos, et on y verra, c'était le fait qu'on était confiné au voisinage solaire. Toutes les étoiles qui étaient observées étaient quelques centaines de parsecs du Soleil. On voulait aller au-delà, on voulait s'échapper de notre voisinage, essayer de comprendre la galaxie sur une plus grande extension, quelles sont ses propriétés, ses distances, comment elle est faite, quelle est sa structure. Et donc, c'est pour cela qu'était imaginée et réalisée la mission Gaïa, qui a comme but, en fait, d'observer plus d'1 milliard d'objets, avec magnitude entre 3 et 20, donc on va à des magnitudes beaucoup plus faibles que celles qui étaient possibles avec Hipparcos, avec une précision moyenne de 25 microsecondes d'arc, donc en moyenne on est déjà un facteur 40 entre les deux, et on a l'ambition avec Gaïa de faire la galaxie, mais elle est aussi au-delà de la galaxie. C'est une observation systématique du ciel, à la différence d'Hipparcos. Je disais, Hipparcos, on choisissait les étoiles à l'avance sur la base d'un appel à projet scientifique. Par contre, Gaïa observe tout jusqu'à la magnitude de 20, donc c'est tout le ciel scanné de façon continue. Et pour environ un dixième des étoiles observées par Gaïa, on a des précisions en distance supérieures ou égales à 10%. Et Gaïa, à la différence d'Hipparcos, est aussi doté d'un spectrographe. Donc, pour les étoiles les plus brillantes, il ne fournit pas juste l'astrométrie, il fournit aussi la vitesse héliocentrique. Donc, grâce à ça, Gaïa
pour plusieurs dizaines de millions d'étoiles, je reviendrai après, est capable de nous fournir 3 positions et 3 vitesses. Donc on a ce qu'on appelle l'espace de phase et on peut faire beaucoup avec cela. Donc, où elle est Gaïa quand elle était lancée? Donc, je disais, elle était lancée en 2013 de la Guyane française. Elle est où actuellement? Elle se situe au point Lagrangean L2, un des points Lagrangean dans le système Terre-Soleil, qui se trouve à 1,5 million de kilomètres au-delà de la Terre par rapport au Soleil. Donc, c'est environ 1/100e de la distance au Soleil-Terre. Et il décrit une orbite autour de ce point Lagrangean. Donc, le ciel, comme je disais, est balayé de façon continue. Il faut environ 6 mois pour avoir un balayage complet du ciel. La mission nominale dure 5 ans, et en fait, c'est déjà terminé. Elle s'est passée très vite, mais en fait, la mission nominale a commencé en juillet 2014. Elle avait une durée de 5 ans. Donc, en fait, en juillet, le mois dernier, la mission nominale est terminée. Mais Gaïa est en train de faire tellement bien qu'on a eu des extensions. On est en train d'avoir des extensions à cette mission. Donc, on a une première extension jusqu'à 2020, mais on en a pratiquement gagné jusqu'en 2022. Il y a assez de quoi continuer à observer le ciel, au moins jusqu'à 2024. Donc, il y a encore beaucoup de données qu'on peut collecter au cours de ces années. Donc, je vous disais, c'est une mission européenne à laquelle ils ont participé et participent environ 25 pays pour environ 450 membres qui sont réunis dans ce qu'on appelle le DPAC, le Data Processing Analysis Consortium, qui est en charge en fait de la conception, du suivi de la mission, de la validation des données, de s'occuper de la qualité des données avant de les délivrer et les rendre publiques. Donc, encore juste 2 transparents de comparaison entre Hipparcos et Gaïa pour vous donner encore un peu vraiment le sens du saut en avant. On parle beaucoup de révolution avec Gaïa. Et vous pouvez avoir juste un petit aperçu de pourquoi c'est une révolution d'ici. Ça, c'était le volume qui était échantillonné par Hipparcos. Donc, on est tout près du Soleil, dans cette vision de la galaxie vue de tranche. Ici, vous avez la même, disons, l'image artistique que je vous avais montrée avant. Ça, c'est le volume Hipparcos. Ici, vous avez le volume, qui est par contre pour lequel Gaïa est en train de nous fournir des parallaxes et des distances. Donc, essentiellement, c'est un quart du disque galactique. Et donc, on va des régions de l'anticentre, donc on va regarder vraiment dans la périphérie du disque où il y a beaucoup de phénomènes qui se passent parce que ce sont les régions les plus perturbées par les passages des satellites. On ne connaît pas encore vraiment quelle est l'étendue réelle du disque stellaire de la galaxie. Donc, on peut autant bien regarder, avoir des informations sur la périphérie du disque qu'aller dans les régions centrales, où les bras spiraux et la barre deviennent des éléments importants pour la compréhension de notre système. Alors, donc, comment ça marche la publication des données Gaïa? Donc, on n'attend pas la fin de la mission nominale qui était maintenant pour délivrer des données. En fait, on a déjà délivré 2 catalogues qu'on appelle DR1, la Data Release 1 et la Data Release 2, la DR2. Donc, le premier catalogue était publié en septembre 2016 et il est basé sur le processing des premiers 14 mois de la mission. Et le deuxième catalogue a été publié en avril 2018 et c'est vraiment le catalogue que la communauté attendait parce que vous voyez qu'on a fait un grand saut un nombre d'étoiles, par exemple, pour lesquelles on a des parallaxes. Donc, dans le premier catalogue, on avait les parallaxes pour 2 millions d'étoiles. Maintenant, on a le parallaxe pour plus d'1 milliard d'étoiles. Les mouvements propres, même chose, pour 2 millions d'étoiles dans la Gaïa DR1, qui était déjà un saut énorme par rapport à Hipparcos. Donc, on était très contents d'avoir ces données, mais on attendait cela. Et donc, là, vous avez en fait mouvement propre pour 1,3 milliard d'étoiles. Et vous avez aussi, si vous allez dans la dernière ligne, vous voyez qu'on a aussi les vitesses radiales, les vitesses héliocentriques dont je vous parlais avant, pour un peu plus de 7 millions d'étoiles.
Et même si ces 7 millions d'étoiles constituent seulement un pourcentage de tout le catalogue Gaïa, on n'a pas d'autres catalogues disponibles qui donnent des vitesses radiales pour ce nombre d'étoiles. Typiquement, d'autres surveys, d'autres missions arrivent à donner quelques centaines de milliers d'étoiles. Donc là, on a fait vraiment un grand saut. C'est la plus belle base de données en termes de vitesse et position à disposition. Et donc, on travaille actuellement avec le deuxième catalogue, mais en fait, il y en a déjà d'autres prévus. Donc, il y aura la Data Release 3, qui sera en fait publiée probablement en deux phases. Une première phase à la fin, dans le troisième semestre de 2020, et une autre partie en 2021. Ensuite, on aura le catalogue final de la mission nominale et peut-être d'autres catalogues pour l'extension suivante. Donc l'idée, c'est qu'à chaque catalogue, en fait, on améliore la précision astrométrique et la qualité des données. Et entre autres, on s'attend qu'entre le deuxième et le troisième catalogue, on va augmenter le nombre d'étoiles pour lesquelles les vitesses radiales seront publiées. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Donc, je m'intéresse beaucoup à notre galaxie. Et à son environnement, mais en fait, on ne fait pas que ça avec Gaïa. Gaïa, c'est une mission interdisciplinaire, comme cela a été Hipparcos, en fait. Donc, évidemment, une des finalités principales concerne la connaissance de notre galaxie, de ses voisines, la formation et l'évolution des différentes populations stellaires dans notre galaxie, la dynamique de notre galaxie et plus en général du groupe local, mais on ne s'attend pas à faire que ça avec Gaïa. On s'attend vraiment à comprendre la physique de tous les types d'étoiles, même celles qui sont plus rares, à pouvoir quantifier la fréquence et la masse des exoplanètes géantes, à comprendre la dynamique et la physique des astéroïdes. Donc c'est vraiment une mission qui est en train de toucher à tout un tas de disciplines parmi celles sur lesquelles on travaille. Depuis la publication du premier catalogue, donc depuis septembre 2016, donc j'ai compté environ 1300 articles scientifiques qui sont issus déjà de l'analyse des données Gaïa. Donc c'est un nombre énorme. Et plus de la moitié, en fait, porte sur l'étude de la galaxie et du groupe local, sur leur dynamique et sur les populations stellaires. Donc, de tout ce que je disais avant, Gaïa est une mission interdisciplinaire. Moi, je vous parlerai juste en fait de la galaxie et je peux sélectionner que quelques résultats parmi tous ceux qui ont été publiés. Donc c'est vraiment un choix très personnel, mais j'espère de choses qui pourront vous intéresser. Alors, donc première chose, on a dit, avec Gaïa, on peut cartographier la galaxie, on connaît ses positions et on peut reconstituer aussi le mouvement des étoiles dans le disque galactique. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire une fois qu'on a un mouvement et position pour plus d'1 milliard d'objets dans notre galaxie? La première chose une des choses qu'on avait envie de faire en premier, c'était d'essayer de comprendre quel est le mouvement moyen des étoiles dans le disque. Comment les étoiles bougent en moyenne? Quelle est leur vitesse moyenne? Donc, ce que vous voyez ici, c'est à nouveau la représentation la vue d'artiste de notre galaxie. Et ici, en bleu, vous voyez la région pour laquelle Gaïa donne les meilleurs parallaxes et aussi donne les vitesses radiales. Donc, c'est une région de quelques kiloparsecs autour du Soleil. Et ce que vous allez voir dans un instant, pour l'instant, cette carte, elle est toute bleue, mais ce que vous allez voir dans un instant, c'est cette carte, cette région où la couleur va indiquer la vitesse radiale moyenne des étoiles, c'est-à-dire en moyenne, quelle est la vitesse avec laquelle les étoiles se déplacent dans la direction radiale entre l'étoile même et le centre galactique. Il s'agit d'un des premiers résultats qui sont sortis dans Gaïa et font partie en fait d'un ensemble de quelques papiers qui étaient réalisés par le consortium Gaïa. Donc, avec la publication du deuxième catalogue Gaïa, il y a eu quelques papiers qui sont apparus, par exemple sur la cinématique, comme je le présente ici, de la galaxie, sur le diagramme Asher, sur le système solaire, etc., qui visaient
amusé à montrer à la communauté quelles étaient les potentialités qu'il y avait dans ces catalogues. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, la science qu'on aurait pu faire avec ces catalogues. Donc, ce que vous allez voir maintenant, voilà, c'est la carte de vitesse radiale moyenne qu'on obtient en analysant les données Gaïa. J'aurais pu choisir d'autres vitesses, d'autres composantes de vitesse, la vitesse verticale, la vitesse azimutale. On les a toutes publiées, ces cartes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver dans cet article qui était, dont David Katz, qui est à l'Observatoire de Paris, a été, disons, le premier responsable. J'ai choisi de montrer la vitesse radiale parce que cette carte de vitesse radiale est très intéressante. Ce qu'elle montre, en fait, donc vous voyez qu'il y a des régions, le Soleil est ici, au centre de la carte, et ensuite vous avez des régions rouges et des régions bleues. Donc, quand vous voyez le rouge jaunâtre, ça veut dire que la vitesse moyenne des étoiles est vers l'extérieur, donc une vitesse positive. Quand vous voyez les régions bleues, ça veut dire que le mouvement moyen est vers les régions internes de la galaxie. Donc, il y a des mouvements comme un flou d'étoiles, en partie un mouvement vers l'extérieur, en partie un mouvement vers l'intérieur. D'où ça vient et pourquoi on a ce genre de mouvement moyen dans le disque à quelques kiloparsecs du Soleil. C'est la première fois qu'on voyait ça avec cette précision et sur cette, disons, extension radiale. Donc, pour comprendre pourquoi on a ces mouvements, on peut revenir à des modèles très simples. Donc, tout au début, je vais vous montrer ce modèle d'évolution d'une galaxie où on forme une barre, on forme le bulbe dans les régions centrales. Donc, imaginez d'avoir une galaxie qui n'a ni barre ni bras spiraux. Donc, la carte de densité est montrée ici. Vous avez juste une distribution d'étoiles à symétrie radiale. Donc, il y a, vous voyez, ni de barre, ni d'asymétrie due au bras spiraux. Alors, si vous êtes dans un cas pareil et vous calculez la vitesse radiale moyenne des étoiles, eh bien, vous trouvez qu'en moyenne, la vitesse radiale est 0. C'est-à-dire qu'il y a autant d'étoiles qui ont une vitesse radiale négative dans tous les endroits du disque et autant d'étoiles qui, par contre, ont une vitesse positive. Donc, c'est loin d'être notre cas. Mais maintenant, vous prenez un modèle, par contre, où vous avez une barre et des bras spiraux. Et alors là, vous voyez que la carte de vitesse radiale change de façon radicale. Il n'y a plus une vitesse radiale moyenne égale 0 partout. Vous voyez des régions dans la barre, dans la région de la barre, avec des vitesses positives en rouge et négatives en bleu. Mais en particulier, si vous vous intéressez à cette région-là, qui serait la région observée par Gaïa, vous voyez qu'il y a des régions orange, rouge et des régions bleues. Et qualitativement, le modèle n'était pas fait vraiment pour coller aux observations, mais qualitativement, on reproduit très bien ce qu'on observe, au moins ces mouvements positifs et négatifs. Et donc, ça, c'est une première indication du fait que même à quelques kiloparsecs du Soleil, on est en train de voir, les données Gaïa nous montrent quel est l'impact des asymétries qu'on a dans le disque. De la présence de la barre et la présence de bras spiraux sont visibles dans le mouvement moyen des étoiles. Donc, ces structures, même les structures qui sont juste présentes dans les 2-3 kiloparsecs centraux, ont en fait un effet sur tout le disque de la galaxie. Un deuxième résultat qui a fait qui a beaucoup, disons, intéressé la communauté et qui a eu beaucoup d'écho aussi sur les médias, c'est un résultat qui est sorti très rapidement après la publication des données. C'est un travail porté par Teresa Antora à l'Université de Barcelone. Et donc, Teresa et ses collaborateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a encore regardé les vitesses et les positions des étoiles. Et cette fois-ci, ils l'ont fait dans un plan, ils ont montré cette distribution dans des plans qui ne sont pas très simples à comprendre, mais on essayera de les comprendre un peu mieux dans un instant. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est la distribution des étoiles dans un plan où, sur l'axe des X, vous avez la distance de l'étoile au disque galactique, donc Z, l'auteur de l'étoile par rapport au disque galactique. Et sur l'axe des Y, vous avez la vitesse dans la direction verticale. Donc, de ces 6 dimensions dont on parlait avant, on en montre 2,
une vitesse ici et une coordonnée spatiale ici. Et après, dans chaque carte, la couleur indique une troisième composante, en particulier ici, la couleur indique la vitesse tangentielle. Donc, tout ce que vous devez retenir de ces cartes, c'est leur morphologie. Vous voyez que la distribution des étoiles n'est pas homogène partout. Vous avez une sorte de spirale qui est très évidente, par exemple, dans cette carte. On la voit un peu moins ici, on la voit encore un peu, on la devine ici. Et au départ, Thérèse et ses collaborateurs ont pensé qu'il y a un problème dans les données Gaïa. Pourquoi on a ce genre de structure? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais en fait, ils ont vite compris que ces structures, en fait, sont en train de nous dire que le disque de la galaxie est perturbé, est hors d'équilibre. Ces structures sont rien d'autre que la projection dans ces espaces de ces oscillations, des oscillations verticales du disque. Donc, le disque de la galaxie a des oscillations verticales qui sont dues à une perturbation. Alors maintenant, la communauté s'interroge beaucoup pour essayer de comprendre quelle est l'origine de cette perturbation, qu'est-ce qu'a pu produire cette perturbation. Ça peut être un satellite, ça peut être quelque chose d'autre. Donc il y a essentiellement deux théories en ce moment qui sont en place pour essayer d'expliquer ce genre de résultats. Entre parenthèses, on est dans la phase de découverte des résultats. Donc déjà, c'est passionnant parce qu'on voit beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas. Mais l'interprétation de ces résultats nous prendra bien les prochains 10 ans. Donc, vous verrez beaucoup de différentes interprétations de ces résultats et c'est une des parties très belles en ce moment de l'étude de notre galaxie. Donc, une des premières interprétations, donc, disons, dans cette version schématisée, donc, le disque stellaire serait perturbé. Donc, l'interprétation que Thérèse et collaborateurs, mais ne sont pas les uniques, il y a d'autres groupes, en ont fait, c'est que la perturbation du disque est assez récente et en fait est due au dernier passage de Sagittaire à travers le disque galactique. Donc, vous vous rappelez, on parlait de la galaxie naine du Sagittaire, qui est cette galaxie qu'on voit de l'autre côté du disque galactique par rapport au centre. Donc, Sagittaire est en train de retraverser le disque galactique. Donc, ici, vous avez une sorte de vue de tranche où le disque galactique est cette ligne rouge. Ici, vous avez le noyau, le cœur de la galaxie de Sagittaire. Ici, vous avez tout le traînées d'étoiles qui est associé à Sagittaire. Donc, Sagittaire aurait traversé le disque il y a quelques centaines de millions d'années, du côté du Soleil, disons, à cette époque-là, ici. Et donc, à cette époque-là, du dernier passage du Sagittaire à travers le disque, ce passage aurait produit une perturbation qui aurait donné lieu à ces schémas qu'on voit dans l'espace de phase. Et donc, pour cela, Antora et collaborateurs ont fait des modèles simplifiés, en fait, de ce qu'il serait l'effet du passage d'un satellite à quel type de signature il laisserait dans les espaces que je vous montrais avant. Et ils sont arrivés très bien à montrer qu'on peut reproduire ce genre de structure à spirale. Donc, cela est une possibilité. Elle n'est pas peut-être l'unique. Et donc, une autre façon, donc, dans la dernière année, on a travaillé une autre possible interprétation qui fait appel au bulbe et à la barre. Comme je vous disais au départ, le bulbe de notre galaxie est en effet une barre épaissie, à cacahuète, comme on dit, pour sa forme. Et donc, ce qu'on a mis en évidence dans ce travail qui est porté par Sergei Koperskov, c'est qu'au moment où la barre se forme, et en particulier le bulbe prend cette forme à cacahuète, il y a des perturbations qui se propagent dans le disque et que vous voyez ici. Ce n'est pas important de voir les détails, mais juste pour vous donner une idée. Vous voyez une onde qui se propage dans le disque à différentes distances du sein galactique. Et cette perturbation, en fait, elle aussi produit dans les espaces de vitesse que je vous montrais avant, des structures à spirale comme celles qu'on a vues avant. Donc, juste pour vous montrer une petite vidéo qu'on avait fait de cela. Donc, vous commencez avec une simulation numérique où vous avez un disque galactique. Vous avez le disque vu de face. Peu à peu, vous voyez que la vue change. On va voir le disque vu de tranche. Donc, vous voyez bien la cacahuète dans les régions centrales.
Et maintenant, la carte de couleur ne va plus indiquer la densité, comme c'est le cas actuellement, locale dans le disque, mais va indiquer la hauteur moyenne, la distance moyenne par rapport au disque galactique, au plan galactique. Donc ça veut dire, où vous voyez rouge, ça veut dire qu'en moyenne, les étoiles sont un peu plus hautes que par rapport au plan du disque, et où vous voyez bleu sont un peu plus bas. Donc c'est vraiment une onde, ce que vous voyez ici. Et quand on prend un petit volume de cette simulation et on regarde ces espaces de phase que je montrais avant, eh bien, on retrouve la même structure spirale qu'on trouve dans les données. Donc, ce sont deux possibles interprétations. Peut-être que les deux, en fait, vont très bien ensemble. C'est-à-dire qu'on peut avoir une multiplicité de raisons pour lesquelles on observe ce genre de structure. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce genre de résultats, il y a vraiment codé l'évolution présente et passée, récente et passée de notre galaxie. Donc, il y a beaucoup à faire sous cet aspect. Je voudrais dire quelque chose sur les courants stellaires et la matière sombre, parce que là aussi, Gaïa est en train de donner beaucoup de résultats. Donc, dans les premiers résultats, ce que je voulais mettre en évidence, c'est le fait qu'on voit vraiment la signature des asymétries de la barre des bras spiraux dans notre galaxie, et en même temps qu'on a de plus en plus évidence que la galaxie était perturbée, donc qui est hors équilibre en fait. Et maintenant, je voudrais par contre passer à dire quelque chose sur comment Gaïa peut nous aider en fait à comprendre la distribution de matière autour de notre galaxie. Donc, une des façons de faire cela, c'est de regarder et découvrir des courants de marée. De quoi il s'agit? Donc, si vous avez un système stellaire dans la galaxie, ce système stellaire, il subit la force d'attraction gravitationnelle due au potentiel galactique. Donc, le système stellaire aura une taille finie, donc une certaine dimension. Et si vous regardez des deux côtés, vous mesurez l'accélération gravitationnelle d'un côté et de l'autre par rapport au champ galactique, ben, l'accélération gravitationnelle ne sera pas la même. Parce que le côté du système stellaire qui est plus proche du champ galactique, il subira une accélération majeure que l'autre côté. Donc, cela donne lieu à une déformation. C'est vraiment le même principe que les marées sur Terre dues à l'effet de la Lune. Et si cette différence en fait, d'accélération est très importante, le système n'est pas juste déformé, mais en fait, il peut être vraiment déchiré. C'est-à-dire, au cours du temps, une partie des étoiles qui sont dans le système vont s'échapper à cause de l'attraction gravitationnelle du potentiel galactique. Donc, c'est ce que vous voyez représenté ici dans une simulation faite il y a plusieurs années par Johnston et collaborateurs, où vous voyez un système stellaire au départ asymétrique sphérique qui orbite autour d'une galaxie type Voie lactée. Au fur et à mesure que le système orbite dans le potentiel gravitationnel, vous voyez que ce qu'on appelle des traînées de marée, des queues de marée, des courants stellaires, il y a plusieurs façons de l'appeler, mais se forment autour de ce système. Donc, ce sont des étoiles qui, au départ, étaient dans le système même et qui se sont échappées par effet gravitationnel. Et donc, vous voyez qu'après déjà un tour autour de la galaxie, ces courants stellaires peuvent être très, très étendus. Donc, pourquoi on est intéressé à ces courants stellaires? Parce que ces courants stellaires, vous le voyez déjà ici, ils tracent très bien l'orbite du satellite. Du satellite, du système stellaire en question. Donc, si vous êtes capable d'observer des courants stellaires autour d'une galaxie ou d'un amas globulaire sur plusieurs kiloparsecs, eh bien, vous avez une indication assez précise d'une bonne portion de l'orbite décrite par ce système stellaire. Donc, pourquoi c'est important? Parce que si vous connaissez l'orbite, vous pouvez comprendre et quantifier quel est le potentiel gravitationnel qui a généré, qui donne lieu à cette orbite. Quel potentiel gravitationnel il vous faut pour avoir l'orbite observée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tourner plusieurs modèles avec plusieurs potentiels gravitationnels, avec par exemple différentes masses et distributions pour la lot de matière noire, parce que c'est cela surtout qui nous intéresse, et voir quel est le potentiel qui fit le mieux les orbites observées. Alors, on connaissait
déjà des traînées de marée, des courants stellaires dans notre galaxie avant Gaïa. Mais en fait, là aussi, Gaïa est en train d'apporter vraiment une belle quantité de nouvelles données. Donc, celui-là, c'est encore le ciel vu par Gaïa. Et sur ce ciel vu par Gaïa, on a superposé une dizaine déjà de courants stellaires nouvelles qui ont été découvertes grâce aux données Gaïa. Ça, c'est un travail qui est mené en fait à l'Observatoire de Strasbourg dans le groupe de Rodrigo et Bata. Et donc, vous voyez que pour l'instant, ces traînées de marée, ces courants stellaires sont toutes à grande distance du plan, mais c'est juste que c'est plus facile d'aller les trouver, les découvrir à grande distance du plan que proche du plan où la densité stellaire est beaucoup plus élevée. Mais je suis sûre qu'au cours du temps, on arrivera à en trouver d'autres aussi plus proches du plan parce qu'on s'attend à en avoir. Et donc, on est particulièrement intéressé aux courants stellaires qui sont très fines. Il y a courants stellaires qui peuvent être très épaisses, dus à des satellites très massifs. Et par contre, il y en a certains qui sont très fines et qu'on pense être associés en fait à des amas globulaires. Pourquoi ils nous intéressent ces courants très fines en particulier? Parce qu'elles sont vraiment des sondes, pas simplement du potentiel gravitationnel, mais aussi de sa granularité. Vous vous souvenez, au départ, je vous montrais cette animation, vous voyez tous ces sous-halos de matière noire qui devraient entourer une galaxie comme la nôtre. Eh bien, si ces sous-halos de matière noire y sont, avec ces courants stellaires, on estime pouvoir comprendre quelle est leur distribution en masse et leur fréquence. Donc, comment on peut faire ça? En fait, il y a deux informations que les courants stellaires nous apportent. Une première est donnée ici. Donc, c'est un travail qui est fait sur un de ces courants stellaires, le courant de GD1, qui c'est un courant très étendu, c'est plus de 100 degrés dans le ciel. C'est un courant très fin. On pense être associé à un amas globulaire. On n'a pas vraiment repéré l'amas globulaire qui a généré ce courant. Il peut être complètement détruit ou il peut être encore présent quelque part. Mais quelle est la chose intéressante donc, dans ce travail mené par Chiati Malan, ce qui a été fait, c'est exactement ce que je vous disais avant, d'utiliser le courant stellaire comme une description d'une portion de l'orbite du système stellaire et donc utiliser cette orbite pour comprendre la masse totale et la distribution de masse dans la galaxie à l'intérieur de ce courant stellaire. Et donc, de ce travail, en fait, Chiati et collaborateurs ont déduit que dedans 20 kg/sec, que c'est la distance à laquelle ce courant stellaire se trouve, la masse totale de la galaxie devrait être environ 2 fois 10 puissance 11 masses solaires. Et on peut en déduire aussi quelque chose sur la géométrie du halo de matière noire, c'est-à-dire sur son aplatissement. Il serait pas trop loin d'être en fait un halo sphérique avec un aplatissement d'environ 0,80. 0,80, oui. Et le deuxième point qui m'intéresse, c'est lié à ce que je disais avant sur la granularité de ce halo. Comment on peut dire quelque chose sur la granularité du halo? Eh bien, encore en utilisant ces courants stellaires, parce que, je vous disais, une galaxie comme la Voie lactée devrait être entourée, en fait, de centaines et milliers de petits sous-halos de matière noire. On ne les voit pas directement, mais on peut voir leur effet gravitationnel sur le courant stellaire. Donc, alors, les modèles numériques nous disent que, par exemple, s'il y a des étoiles qui s'échappent d'un système stellaire, dans un halo qui est lisse, sans sous-halo de matière noire, eh bien, on devrait avoir une morphologie d'un courant stellaire comme ça. Mais maintenant, supposez que ce courant stellaire, pendant les étoiles qui forment ce courant stellaire, pendant leur orbite autour de la galaxie, rencontrent plusieurs sous-halos. Alors, dans ce cas, leur morphologie va être impactée par l'action gravitationnelle des sous-halos de matière noire. Et donc, on s'attend à avoir dans ces courants stellaires des trous et des régions de surdensité. Donc, si on est capable d'observer ce genre de structure dans les données comme celles que je vous ai montrées avant, eh bien, on peut essayer de dire quelque chose et de quantifier le genre de la masse et l'époque d'interaction entre ces courants stellaires et les sous-halos. Et donc, c'est ce qui a été fait, par exemple, dans ce travail de Bonaca et al. En 2018,
en utilisant, entre autres, des données Gaïa. Donc, c'est toujours le courant GD1. Donc, vous voyez que ce courant qui est très fin, on l'avait déjà dit, mais la morphologie, la densité des étoiles n'est pas la même partout. On a des régions où il y a des sous-densités d'étoiles et des régions où on a aussi comme des plumes, hein, des étoiles qui semblent se détacher du courant principal. Et donc, Bonac et collaborateurs expliquent ce genre de morphologie comme l'effet d'un sous-halo de matière noire dont ils ont estimé la masse, ça serait quelques millions de masses solaires, qui aurait impacté, passé proche de ce courant stellaire il y a environ 500 millions d'années. Évidemment, ce n'est pas nécessairement la seule explication qu'on peut donner de la morphologie qu'on observe, mais ce qui est important à retenir, c'est que là, on a deux éléments fondamentaux. On commence à voir la statistique, c'est-à-dire on commence à voir maintenant des dizaines de courants stellaires froides pour lesquels on peut vraiment étudier la morphologie. Et en même temps, on a les modèles numériques qui peuvent nous dire combien d'impact on s'attend dans un certain scénario cosmologique de nature de matière noire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives pour ce genre de travaux dans les années qui viennent. Et enfin, laissez-moi dire quelques mots sur le passé de la Voie lactée, parce que jusqu'au présent, on a décrit beaucoup de ce qui Gaïa nous décrit comme l'état actuel de notre galaxie. Mais on avait dit aussi que Gaïa est une mission qui nous permet de faire de l'archéologie galactique, c'est-à-dire d'utiliser les caractéristiques que nous observons aujourd'hui des étoiles, leur mouvement, leur position dans le ciel, pour remonter au passé de la Voie lactée. Et donc, on sait que la Voie lactée, au cours du temps, les modèles nous disent que la Voie lactée, au cours du temps, aurait dû accréter beaucoup de satellites. Ces satellites, quand ils sont accrétés dans la Voie lactée, en fait, les étoiles du satellite se dispersent dans la Voie lactée. Donc, il y a après quelques milliards d'années après l'accrétion, c'est très difficile d'arriver à faire la différence entre les étoiles accrétées et les étoiles qui, par contre, se sont formées dans la Voie lactée. Donc, comment on fait pour essayer de faire la différence? Alors, une première façon de faire ça, c'est de prendre en compte à ce qui se passe chaque fois qu'une galaxie comme la Voie lactée accrète un satellite. Qu'est-ce qui se passe au disque de la Voie lactée? Donc, vous pouvez le voir ici, encore une fois, un modèle numérique qui nous aide à comprendre un peu la physique du processus. Donc, vous avez un disque comme fin, comme un disque d'une galaxie comme la Voie lactée, et vous avez un satellite qui a accrété. Et vous voyez qu'après l'accrétion, le disque a, comme on dit, est devenu plus épais. Donc, comme on dit, il a chauffé d'un point de vue cinématique. Donc, l'impact d'un satellite sur une galaxie à disque, c'est de prendre un disque fin et de le transformer dans un disque un peu plus épais. Donc, comment on peut, s'il y a eu un impact, disons, aux plusieurs accrétions dans le passé, on devrait retrouver donc quelques indications dans la cinématique, donc dans les vitesses des étoiles. Et donc, comment on peut faire ça? Donc, on revient à nos trois composantes de vitesse, la vitesse verticale, la vitesse radiale et la vitesse tangentielle. On a dit qu'on les a pour plusieurs millions d'étoiles dans le catalogue, dans le deuxième catalogue Gaïa. Donc, comment on peut les utiliser pour essayer de comprendre le passé de notre galaxie? C'est les quelques derniers plots que je vous montre. Donc, on est vers la fin. Donc, une façon de voir cela est d'utiliser ce qu'on appelle ce diagramme de Toumeret. Qu'est-ce que c'est un diagramme de Toumeret? C'est un diagramme dans lequel on montre la vitesse tangentielle sur l'axe des X, donc la vitesse de rotation autour du centre galactique. Et en Y, vous avez une combinaison de la vitesse verticale et de la vitesse radiale. Alors, ce qui m'intéresse de dire, c'est que s'il n'y a pas d'accrétion, toutes les étoiles, grosso modo, autour du Soleil, devraient avoir une vitesse de rotation similaire à celle du Soleil. Donc, elles devraient être toutes groupées dans cette partie du diagramme. Maintenant, ce chauffage du disque dont je parlais implique que dans ce diagramme, quand on accrète un satellite, une partie de ces étoiles vont se redistribuer, vont perdre une partie de leur vitesse tangentielle et vont par contre acquérir une partie de vitesse verticale et radiale. Donc, ils vont être plus sollicités dans la direction radiale et verticale. Donc, ça, c'est le réchauffement cinématique du disque. Et après, vous avez les étoiles du satellite qui, elles, vont
se disposer quelque part dans ce diagramme. On ne sait pas exactement où, parce que cela dépend des paramètres orbitaux du satellite au moment de l'accrétion. Mais quelque part, ils vont se mêler aux étoiles formées dans la galaxie. Alors, j'essaie d'aller vite sur cette partie, donc vous me poserez des questions si vous voulez plus de renseignements. Mais donc, ce qu'on a fait, c'était d'aller regarder ce diagramme de Toumré avec les données Gaïa. Et pour ceux qui ont travaillé sur les diagrammes de Toumré, c'est vraiment un diagramme de Toumré exceptionnel, avec 6 millions d'étoiles. On n'avait jamais fait ça avant. Et donc, ce qu'on a vu dans ce diagramme de Toumré et qui a attiré notre curiosité, c'est cette partie-là. Donc, ici, vous avez les étoiles de disque qui tournent grosso modo à la vitesse du Soleil. Mais quand vous allez dans cette région du diagramme, vous voyez ce sort de cigare de structure verticale. Et en fait, en combinant la cinématique, donc cette information, avec d'autres informations qui nous venaient, en particulier des abondances chimiques, je saute une partie. Mais ce qu'on est arrivé à dire, c'est que cette distribution qu'on voit dans le diagramme de Toumré est due, en fait, probablement à un satellite, serait formé, en fait, serait due à des étoiles qui ont été accrétées avec un satellite qui avait probablement une masse autour de 1 milliard de masses solaires et qui aurait été accrétées il y a très longtemps, il y a environ 10 milliards d'années. Donc, on a réussi à trouver des traces. Demandez-moi plus sur l'argument parce que je n'avais vraiment pas le temps, j'ai pris un peu de retard. Mais on a pu combiner en fait l'information qui nous vient de Gaïa avec l'information qu'on a pour une partie de ces étoiles grâce à leur abondance chimique pour arriver vraiment à retrouver les traces fossiles d'une accrétion et probablement de la dernière accrétion majeure qui s'est produite dans la galaxie. Donc, je conclus ici. Il y a beaucoup de résultats sur le groupe local. On pourra en discuter après si vous en voulez. Mais le message que je voudrais faire passer, c'est que Gaïa est vraiment en train d'apporter une quantité incroyable de nouvelles informations sur notre galaxie, sur son état dynamique, sur son passé. Et on peut vraiment faire l'archéologie galactique avec Gaïa. Un exemple, c'est cette découverte de cette ancienne accrétion, mais c'est seulement un des exemples que je pourrais citer. Si vous êtes intéressé, il y a ces deux pages, la page d'ELESA où il y a beaucoup de nouveautés sur les découvertes Gaïa, et après il y a une page tenue par Catherine Turon, hébergée à l'Observatoire de Paris. Vraiment, allez voir si vous voulez plus de renseignements. Et donc, on est dans un moment magnifique pour la recherche galactique. On a Gaïa, on a beaucoup de projets complémentaires à Gaïa qui vont nous fournir les abondances chimiques, entre autres. Et donc, c'est vraiment un très beau moment pour découvrir beaucoup sur notre Voie lactée. Voilà, merci. Moi aussi, tout le monde, je crois. Donc, on va prendre quelques questions. On va d'abord laisser partir ceux qui sont obligés de partir. Et puis, voilà, si vous avez des questions, oui. Bonjour, merci beaucoup. On a vu beaucoup de perturbations dans la galaxie. Et un chiffre, une date qui n'est pas si lointaine pour la Terre, c'est 500 millions d'années. Je voudrais savoir jusqu'où peut aller l'impact de ces perturbations. Est-ce que ça peut aller jusqu'à influencer des éléments dans le système solaire, voire même sur la Terre au niveau climatique à très grande échelle de temps? Bon, pour l'instant, on n'a pas évidence de ça, aussi parce qu'il faut comprendre que ces perturbations, on les voit sur l'échelle des distances sur des échelles beaucoup plus grandes. Donc, on ne s'attend pas à que ces perturbations puissent avoir un impact local au niveau du système solaire. À côté de ça, on a aussi le problème que c'est vraiment, pour l'instant, difficile de dater l'époque à laquelle ces perturbations se sont mises en place. Il peut bien être, comme je disais, je montrais la possibilité que c'était la galaxie du Sagittaire, le dernier passage de la galaxie du Sagittaire, ce qui ferait de cette perturbation une perturbation récente. Mais ça peut être des perturbations, le scénario où les perturbations sont dues à la barre implique que ces perturbations peuvent être en place depuis plusieurs milliards d'années.
Donc, la galaxie, en fait, aurait pu être toujours en équilibre, quelque part, parce qu'on peut s'attendre qu'au cours de sa vie, il y a eu les interactions de satellites, la création de satellites, la formation de là-bas. C'est encore un contexte où c'est vraiment, je pense, difficile d'arriver à donner, à dater l'époque à laquelle cette perturbation s'est produite. Parce que peut-être qu'en fait, cette époque n'existe pas, une époque donnée. Donc, je pense que toute relation avec d'autres époques et d'autres échelles de temps est encore un peu prémature. Mais dans le cas du système solaire, c'est quelque chose de trop petit pour la taille de ces perturbations. En fait. D'autres questions? Merci. Vous avez parlé d'oscillation verticale du disque stellaire. Qu'est-ce qui oscille vraiment? Le disque, les bras, le bulbe ou tout ensemble dans un mouvement totalement désordonné? Quelque part tout. Ça peut être tout à différentes époques, dans le sens que, par exemple, dans le cas où je vous montrais cette animation, on voyait les oscillations dans le bulbe. Les oscillations dans le bulbe, encore une fois, là, on rentre dans une des questions pour lesquelles Gaïa peut-être arrivera à nous aider à donner une réponse. Quand le bulbe de la galaxie s'est formé, on connaît l'âge des étoiles, mais on ne connaît pas l'âge à laquelle la structure, l'époque à laquelle la structure s'est formée. C'est une chose différente. Mais donc, à l'époque à laquelle cette structure s'est formée, probablement, elle allait à travers cette phase d'instabilité verticale et d'asymétrie nord-sud. Mais après, cette phase a pu se compléter en fait dans les régions centrales, mais on aurait eu écho, on maintiendrait une trace de ces perturbations encore pour plusieurs milliards d'années dans le disque. Donc c'est plutôt à l'origine? Si ça c'est le scénario, c'est plutôt à l'origine, mais c'est pas dit, c'est un des scénarios. Donc dans le cas où il s'agit d'un satellite, on peut s'attendre que les perturbations soient surtout importantes dans les régions externes du disque, parce que ce sont celles qui sont plus facilement perturbées, c'est là où la force d'attraction gravitationnelle est moindre. Donc, une des ouvertures en fait, de ce genre de découverte, et que je pense est entre autres possible grâce à WIV, que c'est un des projets de survey complémentaire à Gaïa, comme on dit, survey spectroscopique complémentaire à Gaïa, c'est d'aller regarder ces perturbations dans d'autres endroits du disque et voir en fait comment ces perturbations évoluent dans d'autres régions du disque, parce que ça pourra nous aider à comprendre, éventuellement à démêler les processus. Ça, c'est un des espoirs qu'on a. Merci. Vous avez indiqué l'influence, enfin la sphère d'influence soit des satellites, soit de la matière noire, mais vous n'avez pas parlé du gaz qui pourrait avoir également une influence dans la galaxie. Absolument. Bien que J'ai oublié le gaz. Non, je ne l'ai pas oublié, mais en fait, le gaz, on pense qu'il y a un impact important, au moins pour la composante froide du gaz, proche du disque. C'est-à-dire, le gaz, même si aujourd'hui, par exemple, le gaz froid représente 10-20% de la masse totale stellaire, donc en termes de masse, ce n'est pas un pourcentage énorme, mais en fait, le fait qu'il est confiné proche du disque comporte qu'il exerce une force de rappel importante. Donc, quand on voit par exemple les oscillations verticales, ou quand on parlait du chauffage du disque dû à l'accrétion d'un satellite, la quantité de gaz qui était présent ou qui est présente dans la galaxie au moment de l'impact peut avoir une importance sur la façon dont le disque répond à l'interaction. Donc, je n'ai pas parlé du gaz parce que je me suis concentrée surtout sur les étoiles, que c'est ce que Gaïa en fait, est en train de nous donner, la position et le mouvement des étoiles. Mais en fait, le gaz, aussi d'un point de vue gravitationnel, peut avoir une importance dans tous ces processus, surtout proche du disque, parce que ça peut aider à contrebalancer tout épisode, par exemple, de chauffement du disque. Donc, il a une importance. Le référentiel que vous prenez, c'est le centre de la galaxie. Or, le centre de la galaxie, on le connaît à 100 années-lumière près, à peu près. On ne sait pas.
Oui. Donc c'est 1%. À 1% près, on a des généreurs d'1% sur le centre de la galaxie. Alors comment on peut avoir des précisions au milliardième près, peut-être? Alors, parce que les précisions, pour commencer, on les a sur les parallaxes, on les a sur les observables, les précisions. Et quand on fait la conversion dans ces systèmes de coordonnées, en fait, il faut toujours indiquer quels paramètres on utilise pour faire cette conversion. Donc, quelle est la distance qu'on utilise pour le Soleil, à quelle distance on place le Soleil du centre galactique. Il y a un autre paramètre qui rentre en jeu et qui est, disons, quelle est la vitesse, donc la distance du centre galactique, il est connu, on dit 8 kg par sec, plus ou moins, il y a encore quelques centaines de parsecs, entre 7,9 et 8,5, disons. Et après, on a un autre paramètre, entre autres, qui rentre en jeu, qui est, parce que tous les mouvements propres et les vitesses héliocentriques sont rapportés par rapport au Soleil. Donc, pour se mettre maintenant dans le référentiel galactique, il faut savoir quel est le mouvement du Soleil relatif aux étoiles qui sont proches du Soleil, et le mouvement de cet ensemble d'étoiles par rapport au centre galactique. Donc ça va avec, pas des hypothèses, parce qu'on a des estimations de ces quantités, mais c'est vrai qu'à chaque fois, et en fait on le fait, à chaque fois qu'on fait le passage des observables Gaïa à ce système de coordonnées, eh bien, il faut dire, dans ce système de coordonnées, où on fait l'hypothèse à quelle distance se situe le Soleil du centre galactique et à quelle vitesse on pense les étoiles autour du Soleil tournent autour du centre galactique. Et Gaïa va préciser... Gaïa va préciser, il y a déjà des travaux qui sont en train de dériver la distance entre le Soleil et le centre galactique, et il y en a d'autres qui dérivent la vitesse circulaire. Donc, je vous disais, il faut définir quelle est la distance du Soleil du centre galactique, et il faut aussi définir quelle est la vitesse circulaire qu'on utilise à la distance du Soleil. Et donc, il y a des travaux qui sont en train déjà aussi de nous fournir des indications sur la vitesse circulaire en utilisant Gaïa. Donc, sûrement, c'est un processus qu'on peut améliorer au fur et à mesure qu'on aura des estimations de plus en plus précises de ces quantités. Mais c'est une bonne question parce que quand on fait un passage des observables, de l'espace d'observables à cela, il faut préciser quelle est la distance du Soleil, la position du Soleil, aussi par rapport au disque, parce que le Soleil n'est pas complètement dans le disque. Donc, quelle est l'auteur par rapport au disque galactique qu'on prend. Une dernière question? Alors moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le groupe local, parce que tu as dit je passe, et s'il y a des questions. Oui. Donc, alors, moi, j'aime bien les groupes et les amas, alors si tu peux nous parler un peu du groupe local. Et j'avais mis très peu sur le groupe local, parce que j'étais certaine de ne pas arriver à discuter du groupe local, mais il y a de très belles choses. Donc, au départ, j'avais parlé des nuages de Magellan. Donc ici, c'est le grand nuage de Magellan vu par Gaïa. Et ce que vous avez ici, je ne sais pas si vous avez arrivé à le voir, mais c'est les régions centrales du nuage de Magellan où vous avez une carte en fait des mouvements propres. Donc on est en train de faire les cartes de la vitesse de rotation des nuages de Magellan en fait, parce que c'est assez incliné pour que les mouvements propres, grosso modo, donnent la plupart du mouvement. Et donc ici, vous avez ces cartes de mouvements propres, dans les deux composantes des mouvements propres et de dispersion de vitesse. Donc, il faut encore faire des hypothèses pour une partie de ces étoiles sur les vitesses radiales par rapport à l'observateur. Mais disons, ce qu'on commence à faire, et ce qui est vraiment fantastique, c'est des courbes de vitesse pour les nuages de Magellan. Ça va avec des hypothèses encore sur un peu la distribution de matière qu'on utilise, parce qu'on n'a pas les trois composantes pour toutes les étoiles, les trois composantes de vitesse. Mais disons, ce qui est magnifique, c'est qu'on commence à faire ce genre de choses. Ça, c'est pour le grand nuage de Magellan. Après, je n'ai pas un transparent là-dessus, mais il y a quelque chose sur le petit nuage de Magellan d'assez récent qui semble confirmer le scénario selon lequel le nuage de Magellan, les deux nuages de Magellan ont eu un passage proche, réciproque. Et c'est le fait qu'on voit qu'une partie, en utilisant les mouvements propres, qu'une partie des étoiles du petit nuage de Magellan est en train de s'échapper dans la direction du pont qui connecte les deux galaxies.
Et après, il y a des nouveaux résultats, entre autres sur Andromède, sur les mouvements propres d'Andromède. Donc, on a réestimé un peu le mouvement propre d'Andromède et donc le mouvement d'Andromède par rapport à la galaxie. Et donc, on confirme le scénario selon lequel Andromède et la galaxie vont collisionner dans le futur. On a repoussé un peu le temps de cette fusion. Ça devrait être dans 4 milliards d'années, les deux auraient fusionneront, je ne sais pas comment on dit. Et donc, voilà, mais il y a beaucoup qui se fait, en fait, aussi à niveau du groupe local. Ça, c'est vraiment quelques toutes petites choses là-dessus. Mais sur le nuage de Magellan aussi, il y a vraiment des belles choses. Ah oui, mais une rotation ordonnée du grand nuage de Magellan, alors là, j'y croyais pas du tout, moi, parce que je pensais que c'était une galaxie tout en désordre. Oui, et on le fait sur, maintenant, je pense que c'était quelques dizaines de milliers d'étoiles. Donc, ça commence à être beaucoup. Il y a des nouvelles galaxies, une galaxie ultra diffuse qui était découverte autour de la galaxie. Bref, il y a beaucoup. Donc, si on te réinvite dans quelques années, tu vas encore avoir plein d'autres choses à nous dire. Voilà, je crois que c'est la conclusion. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. Merci à toi.